L'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail repose sur des principes et des méthodes que nous découvrons avec le docteur Jean-Noël Amato au gré des épisodes consacrés à cette thématique. Mais comment capitaliser sur l'expérience et les avancées acquises dans l'organisation? Comment pérenniser les résultats? Ce sujet vous intéresse? Alors restez avec nous, nous en discutons maintenant. Et nous sommes donc heureux de retrouver le docteur Jean-Noël Amato de l'ARAT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors, docteur Jean-Noël Amato, nous avons déjà exploré en long, en large, en travers, si on peut dire, la question de la qualité de vie au travail. Et donc, nous arrivons à une phase qui est très importante, qui est la phase de la capitalisation et de la pérennisation. Mais dans un premier temps, pourrait-on revenir sur les sujets principaux de la QVCT pour les personnes qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes? Alors, juste avant je vais revenir quand même sur la capitalisation. Elle fait vraiment partie des principes et des méthodes du déploiement de la démarche qualité de vie et conditions de travail. Et puis du coup, les sujets, c'est vraiment ce qu'on peut venir explorer dans une démarche de qualité de vie et conditions de travail. D'accord. Donc là, sur le graphique qu'on peut voir, donc on va retrouver donc les différents sujets. Donc il y a vraiment 6 grands sujets qu'il faut impérativement explorer dans le cadre d'une démarche QVCT. C'est le dialogue professionnel et le dialogue social qu'on voit en haut à gauche de l'écran. L'organisation et le compte. À noter aussi, puisque alors, donc le dialogue social ici, l'organisation et le contenu du travail avec par exemple l'autonomie pour agir sur son travail, la gestion de l'activité et des aléas. On a aussi une partie très importante qui est la santé au travail et la prévention, et puis compétences et parcours professionnels, égalité au travail également, et enfin le projet d'entreprise et le management avec la possibilité de discuter du travail et de son contenu. Donc sur ce graphique-là, en fait, donc on retrouve du coup alors ce qu'on appelle désormais les boussoles de la QVCT, donc ces grands sujets, en fait, là je les ai symbolisés par une flèche qui est orientée vers les relations au travail et le climat social, mais cette boussole, elle peut aller sur différents sujets, comme le contenu, l'organisation du travail ou la santé au travail. L'idée de la boussole, c'est de dire, OK, on va dans cette direction-là, on peut changer de direction, mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même revenir sur ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on l'a traité une fois qu'on peut boucler le dossier et passer à autre chose. Ça reste quand même à chaque fois dans une démarche d'amélioration en continu. Donc c'est une démarche itérative. C'est ça. Et donc il faut revenir en permanence sur le sujet parce que les choses évoluent dans l'organisation. Clairement, ça doit faire partie de la stratégie de l'organisation. J'intègre la qualité de vie et les conditions de travail dans ma stratégie d'entreprise. Si on revient tout de même sur les graphiques avec les 6 sujets, il y a 2 points qui sont très importants. Donc c'est le dialogue professionnel et le dialogue social. Et puis l'égalité au travail. Ce sont 2 sujets qui sont un peu transverses à l'ensemble des autres sujets. On ne peut pas parler de, par exemple, projet d'entreprise et management. Voilà, l'indicateur, c'est la possibilité de discuter du travail. Discuter du travail, c'est vraiment le dialogue professionnel. Donc on voit bien que ce sujet, dialogue professionnel et dialogue social, que j'ai mis en rouge ici, il se répète dans différents autres petits sujets. On va le retrouver par exemple dans les compétences et parcours professionnels avec l'entretien individuel, transmission des savoirs. Donc à chaque fois on est sur deux sujets qui sont transverses à l'ensemble de la démarche. Donc le dialogue comme base effectivement de la réflexion collective au final qui va permettre d'aborder l'ensemble de ces sujets et de trouver des consensus dans l'organisation. C'est ça. C'est bien ça. Donc là, c'est bien pour ça que vous appelez ça une démarche. Vous avez une démarche qualité de vie au travail. Complètement. Alors, si cette démarche ou la QVCT influence divers aspects de l'organisation, à quel niveau agit-elle dans l'organisation? C'est une démarche, donc je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, elle doit agir au niveau stratégique, mais si
on regarde, j'ai trouvé un Alors, petit schéma. vous avez une diapo, voilà, vous Voilà. avez préparé une diapo sur le sujet, oui. C'est exact. Sur lequel on voit voilà, à quel niveau peut jouer la démarche qualité de vie et conditions de travail. Hein. Donc il y a un premier niveau qui est au niveau stratégique, donc sur les grandes orientations de l'entreprise, hein, pour le comité de direction. Il y a un niveau qui est plus tactique, pour les responsables de processus, pour dans un aspect d'analyse et d'amélioration en continu, et puis vraiment un niveau au quotidien, au niveau opérationnel. Donc c'est vraiment les 3 grands niveaux sur lesquels la qualité de vie et les conditions de travail doivent agir. Et donc on va retrouver du coup les 6 sujets, et ces 6 sujets peuvent être déclinés soit au niveau stratégique, hein, donc par exemple le management participatif, voilà comment on embarque l'ensemble des salariés au niveau stratégique. Le contenu du travail et l'organisation du travail, ça va plus être discuté au niveau opérationnel ou au niveau tactique, puisque c'est vraiment le quotidien de l'activité. Compétences et parcours professionnels, c'est plutôt au niveau tactique. Santé au travail, là on est vraiment sur une démarche de prévention, hein, donc on est sur une démarche stratégique. Mais chacun des sujets de la QVCT peut être décliné à chacun de ces 3 niveaux. Ce qui est important également dans la démarche, c'est de constituer un comité de pilotage, hein, que j'ai appelé ici COPIL. Et du coup, notre grande force à l'ARACT, c'est de pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs de l'entreprise. Donc on va parler de démarche paritaire ou de paritarisme de projet. On va vraiment embarquer avec nous les représentants du personnel, la gouvernance, on embarque tout le monde. Alors, donc là, dans le schéma que vous présentez, donc il y a ces 3 niveaux, un stratégique, tactique, opérationnel et un COPIL. Est-ce que c'est un COPIL, est-ce que c'est un COPIL particulier par niveau, ou est-ce que c'est le même COPIL qui a géométrie variable? Alors c'est le même COPIL à géométrie variable, puisque en fait lorsque l'on va lancer la démarche, hein, on reviendra tout à l'heure sur les 4 grandes étapes de la démarche QVCT, mais du coup, si on choisit d'agir sur compétences et parcours professionnels, ok, peut-être qu'au début on va rester juste au niveau opérationnel, les salariés, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme formation, comment on peut leur apporter. Et puis tout d'un coup, on va passer un petit peu au niveau tactique. Ces formations, est-ce qu'elles vont vraiment permettre de faire progresser l'entreprise? Et puis voir au niveau stratégique, est-ce que ça va nous permettre d'améliorer la performance de l'entreprise et les conditions de travail? Donc à chaque fois, chacun des sujets, en fait, ça va vraiment se décliner sur les différents niveaux. Et du coup, c'est le petit schéma que j'ai refait après. Oui, alors donc il y a une interconnexion entre ces 3 niveaux. L'idée, c'était de montrer que la qualité de vie et les conditions de travail agit sur chacun de ces 3 niveaux. Et voilà le côté un peu itératif de ces 3 niveaux. Les 3 niveaux ne sont pas distincts les uns des autres. Il y a vraiment une interconnexion. On ne peut pas se passer du niveau opérationnel, juste rester au niveau stratégique. Il ne se passe rien si on reste au niveau stratégique. Il faut décliner, il faut avoir il faut réfléchir au niveau tactique pour ensuite opérationnaliser les décisions qui sont prises. Quand on dit géométrie variable, c'est COPIL, c'est-à-dire qu'on n'invite pas les mêmes personnes, ou ce sont les mêmes personnes qui sont capables de se saisir des différents dossiers? Comment est-ce que vous procédez en général? Oui, alors moi ce que j'entendais derrière géométrie variable, c'est justement donc c'est les mêmes personnes mais qui vont se saisir des dossiers à différents niveaux, donc vraiment soit un niveau, le choix des formations, soit dans quel but on va mettre en place gestion prévisionnelle GPEC GPEC, gestion gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Là, GPEC, c'est au niveau stratégique, et puis tout d'un coup, on va quand même repasser au niveau opérationnel, comment on envoie nos salariés sur ces différentes formations. Donc là, moi, ce que j'entendais par géométrie variable, c'est vraiment les sujets et comment on va traiter les différents sujets. Mais ça reste le même COPIL. Et alors, je reviens sur ces COPIL, parce que ça, c'est très très important, cette composition des COPIL. Ce sont des COPIL qui sont des personnes désignées, élues, c'est mixte, comment ça se passe? Alors, en fait, là pour le coup, comment ça se passe? Ça va être, en fait, quand on est appelé par une entreprise, on leur dit, voilà, nous on a besoin de travailler avec les différents acteurs de l'entreprise. Donc on leur dit, voilà, on a besoin de constituer un COPIL, proposez-nous.
des personnes qui voudraient bien travailler sur la qualité de vie et les conditions de travail dans votre entreprise. En fonction de ce que va nous proposer les différents porteurs de projets, voilà, on va aller leur dire peut-être que dans votre entreprise, vu que vous avez par exemple 40% de femmes, proposez-nous un copil avec aussi 40% de femmes, ou si vous avez une forte proportion de personnes avec un niveau d'études peu élevé, on les prend aussi, ils vont peut-être aussi nous apporter un point de vue différent. Donc l'idée, ça va être ok, proposez-nous un copil, et nous derrière, par contre, on a une petite idée de ce qu'on veut en termes de représentativité ou en termes de fonctionnement du copil. Donc après, on glissera des petits messages pour embarquer avec nous un peu plus de personnes, et pas forcément uniquement les bons potes qui ont voulu bien se réunir. Parce que le café. D'accord, et donc ça c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment important de comprendre que dans votre démarche, évidemment, vous êtes amené à constituer un copil qui restera peut-être après votre intervention. C'est ça. L'idée, après, c'est vraiment de capitaliser, de pérenniser. Et donc, ce copil, on va le rendre autonome et en mesure de fonctionner en continu sur la démarche qualité de vie et conditions de travail. Donc, c'est pour ça qu'on est attentif aussi à comment il est constitué. Même si au départ, on le laisse se constituer vraiment comme ils veulent. Mais derrière, nous, on a nos petits indicateurs de ce qu'on veut. Oui, vous savez voilà. Vous savez où sont les risques aussi dans des copils qui ne seraient pas équilibrés, pas représentatifs de la communauté. Alors, je pense que c'était important de passer un petit moment sur cette organisation. Alors, on a parlé de démarche. Quels sont les principes et méthodes de la QVCT pour le coup ? C'est ça. Et ça a été quand même nos principaux échanges depuis les 3 derniers enregistrements. On les a déjà passés en revue, effectivement, successivement. Voilà. Donc, la préparation et le cadrage, sur lequel on a insisté aussi sur la note de précaution. Ça veut dire que, dans le fond, on sait quelles sont les conditions qui font que ça va fonctionner et qu'est-ce qui va faire que ça va échouer. Donc, on va soumettre à l'entreprise une note de précaution avec attention, si vous faites ça ou si vous ne faites pas ça, voilà, on va bien vous accompagner, mais on sait déjà que ça risque d'échouer et que ça va pas être très productif. Donc, du coup, la préparation et le cadrage, donc vraiment une note de cadrage, c'est là où on met les pieds et ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et puis, cette note de précaution qui nous permet d'un peu plus baliser la démarche QVCT. Ensuite, il y a le fameux diagnostic, donc, qui permet de faire un état des lieux de l'entreprise, où elle en est, ce vers quoi elle voudrait s'orienter également. Et puis, une fois qu'on a le diagnostic, on a aussi des pistes d'action. On sait ce qui est un peu dégradé, ce qui fonctionne bien, ce qui peut être une ressource, ce qui peut être un peu plus délicat. Donc, la piste d'action, ça va être de dire on va améliorer ce qui est un peu plus délicat. Mais du coup, c'est pour ça qu'on passe à la phase numéro 3, expérimentation. Et cette expérimentation, en fait, on ne va pas le faire sur l'ensemble de l'entreprise du jour au lendemain en disant allez hop, on change à partir de demain, on va faire... on bascule tout dans la nouvelle modalité. Voilà. On expérimente d'abord à petite échelle. Voilà, on expérimente vraiment sur une petite échelle, sur un petit service, et on s'assure que tout soit réuni pour que ça fonctionne. Et une fois qu'on a pu vérifier et valider à cette petite échelle que ça fonctionnait, voilà, on va le diffuser, donc diffusion et pérennisation, avec, donc sur ce petit graphique là qu'on voit, il y a un espèce de circuit entre eux, donc on part de préparation cadrage, diffusion, pérennisation, et puis hop, la flèche revient sur expérimentation et évaluation. Le diagnostic, c'est important de le faire au départ, mais il n'y a pas besoin de le répéter systématiquement. En gros, un diagnostic, une fois tous les 3-4 ans, ça suffit largement. Pas besoin de le faire tous les 6 mois. Et en plus, on va lasser des salariés qui vont dire j'arrête pas de répondre à des questionnaires, mais je vois pas ce qui change. Donc, au moins, en le faisant, en espaçant un peu plus, ils sont là à dire mais si, il y a du changement. Ça ou ça y est, ça a changé. Voilà, effectivement, ça a eu un effet. Il y a eu des effets. Donc, du coup, une fois qu'on a expérimenté, hop, on diffuse, on pérennise sur l'ensemble de l'entreprise ou sur un peu plus de services que ceux initialement prévus pendant l'expérimentation. Et du coup, voilà, il y a cette petite flèche qui revient sur expérimentation. Donc sur la phase d'avant.
En fait, le diagnostic va nous donner quand même un certain nombre de pistes d'action. Donc, on expérimente une piste d'action par une piste d'action. Et donc, du coup, après, on a quand même un peu notre feuille de route qui est tracée. On sait quelles différentes méthodes on doit venir essayer. Et donc, voilà. Donc, quand on va venir répéter l'expérimentation, en fait, on n'a pas besoin de refaire un diagnostic ou on peut aller directement sur expérimentation et ensuite diffusion, pérennisation. Alors, donc, je pense que c'était important de revenir. On voit donc cette phase de diffusion, pérennisation, c'est ce que vous avez appelé aussi la capitalisation. C'est ça. C'est le titre d'ailleurs de l'émission, capitaliser. Donc on est à cette phase de capitalisation, mais qui est dynamique, puisque grâce à ce phénomène, cette boucle de rétroaction, vers l'expérimentation et l'évaluation, du coup on est dans l'amélioration continue. C'est ça, la capitalisation, c'est vraiment ça, être dans l'amélioration continue, mais aussi diffuser et partager ce qui a bien fonctionné pour que d'autres puissent le reproduire. Alors, à ce stade, vous avez parlé de l'importance du dialogue social. En quoi est-il important, justement, dans cette démarche ? Alors, il est important aux 4 niveaux méthodologiques de la démarche. Là, sur la slide, ici, donc, on retrouve les 4 niveaux, un cadré. Donc, précédemment, on avait dit c'est vraiment définir le cadre et les processus, mais aussi la note de précaution. Le 2, donc, c'est le diagnostic, identifier les chantiers qualité de vie au travail. Le niveau 3, donc expérimenter. Et puis ensuite, pérenniser, donc transmettre les apprentissages, capitaliser. On est au niveau 4. Et du coup, le dialogue social, il intervient tout au long de la démarche. Du début, ici, où on va retrouver donc, le nouveau système d'acteurs. Alors, nouveau système d'acteurs, en fait, c'est parce que il y a eu des changements ou des progressions, mais du coup, l'idée, c'est de faire entrer les représentants du personnel, la gouvernance, embarquer un maximum de personnes. Le nouveau système d'acteurs, c'est un peu le copil, en fait. C'est ça. Donc, et on voit bien qu'il va du début jusqu'à la fin de la démarche, à l'étape 4, et ensuite, on revient sur l'expérimentation. Du coup, pendant le diagnostic, autre élément, donc là on est plutôt sur le dialogue social, là à partir du diagnostic on va passer sur le dialogue professionnel. L'idée c'est vraiment d'inviter les salariés à parler de leur travail, de leur activité au quotidien et de pouvoir en fait les faire, comment dirais-je, conscientiser ce qu'ils font au quotidien, en fait, de passer de je fais ça de façon automatique à je réfléchis un peu sur pourquoi je le fais et comment je le fais et comment je peux l'optimiser. Et du coup, comment je peux l'optimiser ? Eh bien, ça va être la partie expérimentation. J'ai parlé de mon travail, de ce que je fais au quotidien, de ce qui est difficile ou de ce qui n'est pas. Et du coup, j'expérimente pour faciliter ce qui est un peu plus difficile. Mais à chaque fois, on est sur le dialogue social tout en haut, et puis ensuite parler du travail, expérimenter. Là, on va être vraiment sur le dialogue professionnel, le dialogue au quotidien avec les salariés. Alors, donc, il y a un phénomène d'apprentissage dans cette démarche. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'organisation devient apprenante, les personnels, les acteurs aussi, et tout cela mène à une certaine, on va dire, une certaine pérennisation, harmonisation des conditions de travail et de la qualité de vie. Alors, complètement. Le côté organisation apprenante, c'est vraiment ça, la capitalisation, c'est de transmettre les apprentissages, ce qui a bien fonctionné dans mon entreprise, comment je peux le diffuser, comment je peux l'exploiter au quotidien. Après, nous, à l'ARACT et à l'ANACT également, du coup, la capitalisation, c'est vraiment voilà, toutes les petites expérimentations qu'on a menées dans différentes entreprises, et on a la chance ici d'être sur un territoire qui est réduit, mais en même temps assez vaste, donc on peut aller dans pas mal d'entreprises. Et en général, moi en tout cas jusqu'à présent, les entreprises m'ont toujours ouvert la porte, donc j'ai pu faire un peu ce que je voulais, et je remercie d'ailleurs les personnes qui vous regardent, les dirigeants d'entreprise qui d'ailleurs ont l'occasion peut-être de suivre vos émissions sur la qualité de vie au travail. Alors donc cette capitalisation, elle a quand même un intérêt, c'est qu'il y a une amélioration de la qualité de vie, donc certainement un effet sur l'attractivité aussi de l'organisation.
Alors, complètement. On a par exemple, donc là, le plus récent, c'est toute la capitalisation justement sur l'attractivité. L'attractivité, c'est vraiment une thématique qui est transverse sur pas mal de nos sujets. Par exemple, en ce moment, on a un copil avec du coup la région et la DETS à La Réunion sur les formations professionnelles. Et en fait, l'attractivité, finalement, c'est un peu notre fil conducteur sur, OK, on va mettre en place au niveau régional différentes formations pour répondre aux différents métiers qui sont en tension sur l'île de la Réunion. Et finalement, pour répondre à ces tensions, ça va être d'aller jouer sur l'attractivité. Comment on peut rendre un peu plus attractif. Alors, du coup, comment on peut rendre plus attractif l'entreprise, mais aussi le territoire, puisque voilà, il faut faciliter la mobilité, que les gens puissent se déplacer plus facilement. Et puis aussi, ça va être aussi faciliter du coup l'image qu'on a du métier de la branche professionnelle. Et donc, cette capitalisation, en fait, elle nous a permis aussi un peu de modéliser ce que pouvait être l'attractivité. Donc là, je vous ai remis le modèle issu de la capitalisation de la QVCT pour agir sur les problèmes d'attractivité. Donc on voit bien ici, on retrouve donc l'entreprise, premier élément sur lequel on peut jouer sur l'attractivité. Puis on va retrouver, pareil, différents petits indicateurs, le processus d'intégration, le parcours professionnel, donc c'est la formation, le sujet de QVCT. On retrouve le management collectif de travail, donc on va retrouver notre sujet management participatif, l'organisation du travail ou le contenu du travail. Ça, c'est des éléments sur lesquels l'entreprise peut capitaliser pour avoir des leviers d'attractivité. On va retrouver du coup le territoire avec le cadre de vie, mais on voit bien par exemple donc partenariat avec les acteurs du territoire, mise à disposition de ressources, mutualisation des emplois. Donc en fait, sur le territoire, en tout cas, peut y avoir différents leviers d'attractivité. Et puis au niveau de la branche, on retrouve vraiment l'image des métiers, donc la représentation sociale que les gens se font de ces métiers-là. Et donc, ça va passer par la promotion et la communication, organiser là, c'était Opcomobilité qui avait organisé dernièrement une matinale avec de présentations du métier de chauffeur routier. Du coup, il y avait des simulateurs de conduite. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui permettaient de voir comment le métier pouvait être différent de ce qu'on pouvait imaginer. Être chauffeur routier, c'est pas simplement conduire 8 heures par jour. Ça va être aussi gérer la cargaison derrière, optimiser le trajet. Enfin, il y a beaucoup plus d'éléments qu'on ne l'imagine. Donc ça, voilà, on peut jouer sur ce facteur d'attractivité à travers la promotion ou la communication sur l'image du métier. Et puis du coup, sur cette modélisation, donc on retrouve nos trois grandes thématiques, l'entreprise, le territoire et la branche. Et finalement, on s'aperçoit également que ce qui peut vraiment être un levier d'attractivité pour l'entreprise, c'est la QVCT. Et c'est vraiment l'enjeu à développer pour améliorer l'attractivité des entreprises. Alors, donc là, effectivement, c'est d'autant plus important que, alors, du coup, vous intervenez, vous, plutôt auprès des entreprises, mais vous êtes amené à intervenir aussi dans les branches professionnelles. Comment est-ce que ça... Parce que j'imagine qu'il y a des négociations de branches sur ces questions d'amélioration de la qualité de vie au travail. Oui, alors en plus ça fait vraiment partie de la loi du 2 août 2021, sur lequel il y a sont passés dans le cadre de loi vraiment les objets de négociation, qualité de vie et conditions de travail. Alors je les ai renotés là, mais par exemple on va retrouver dans son contenu des négociations, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. C'était le sujet égalité, ce qu'on appelle nous le sujet égalité pour tous, où on retrouve du coup l'indicateur articulation vie pro, vie perso. La suppression des écarts de rémunération, donc là aussi on est sur l'égalité professionnelle.
Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? Donc, lutter contre toutes les discriminations. Il y a aussi un élément qui est important, c'est faciliter l'emploi pour les personnes, pour les travailleurs handicapés. Donc, vraiment faciliter l'inclusion. L'inclusion, l'inclusivité, oui. On retrouve également... voilà le 6e sujet de la négociation, c'est l'exercice du droit d'expression direct et collectif des salariés. Donc on retrouve à nouveau notre nouveau système d'acteurs, les espaces de discussion, pouvoir parler le dialogue social, le dialogue professionnel. Dans les autres éléments, on va retrouver aussi le droit à la déconnexion. Donc là, il y a eu pas mal de travaux justement sur le télétravail. Et le droit à la déconnexion. Et puis, on retrouve également les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail, donc le plan de mobilité des entreprises. Bon, ça, c'est effectivement très intéressant. Tout ça est documenté dans ce cahier de l'ANACT capitalisé. C'est ça, oui. Alors, on va retrouver... Donc là, les objets de négociation, c'est dans le cadre de loi, mais je crois que on retrouve le cadre de loi. Le cahier reprend tout ça et l'explique, et c'est téléchargeable, j'imagine, sur le site de l'ANACT. Complètement. Comme d'habitude. Alors, par contre, du coup, capitalisé, pérennisé pour l'attractivité, mais vous avez aussi la question de la désinsertion professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par désinsertion professionnelle ? Alors, en fait, c'est le maintien en emploi durable, donc éviter la désinsertion professionnelle, donc la sortie précoce des salariés. Donc pareil, on va retrouver du coup, donc il y a un cahier capitalisé sur prévenir la désinsertion professionnelle. Donc le document est sorti en juillet 2022. C'était un projet qui avait commencé en 2019 en fait. Et 2020, il y a eu ce qu'il y a eu, mais du coup ça a un peu ralenti toutes les démarches. Donc c'est assez récent en fait, c'est assez nouveau ce cahier. Voilà. Mais pareil, l'idée de cette capitalisation, c'est que ça a permis de modéliser modéliser comment la désinsertion professionnelle se produit. Et donc elle se produit, donc là on voit bien avec une interaction entre les caractéristiques de l'individu, donc sa santé physique, et puis du coup on a pu réduire, mais vraiment à 3 grands sujets de qualité de vie et conditions de travail. Donc les conditions de réalisation du travail, le contenu du travail, les conditions d'emploi et donc la gestion des ressources humaines avec la distinction vie professionnelle, vie personnelle, mais aussi la flexibilité des horaires, et puis les relations professionnelles et le management. Donc sur cette modélisation, en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de balance entre ces 3 sujets de qualité de vie et conditions de travail, et puis les caractéristiques de l'individu, donc son âge, son état de santé, voilà. Et pareil, cette balance, en fait, elle peut aussi être, on peut appuyer un peu plus dans un sens ou dans un autre, donc soit dans le sens de l'éviction, donc la sortie, ou soit dans vraiment une amélioration de l'intégration des personnes. Et pareil, on va retrouver 3 sujets qui permettent vraiment de venir jouer soit sur cette intégration, soit sur cette éviction. Donc c'est la préservation de la santé avec tout ce qui est démarche préventive. Donc on retrouve le sujet santé au travail de la QVCT, le développement des compétences, donc on va retrouver le sujet développement des compétences et parcours professionnel, et puis l'engagement. Mais l'engagement, c'est plus au sens participatif, donc on va retrouver vraiment ce côté relations professionnelles et management qui peuvent vraiment influencer soit l'éviction, soit l'intégration. Oui, donc effectivement, cette mobilisation, elle est peut-être un peu moins évoquée dans la Marguerite. Oui. Mais en réalité, là, c'est vraiment propre au management, arriver à mobiliser, motiver, faire en sorte que les gens ne cherchent pas à partir à tout prix, et donc prévenir la désinsertion professionnelle. C'est vrai qu'il y a certaines filières métiers qui travaillent beaucoup sur cette question de la communication, de la valorisation de l'image de la filière, des conditions de travail, pour éviter effectivement, parce qu'il y avait un vrai problème de recrutement dans certaines filières. Alors oui, complètement. Il y a donc le problème de recrutement, c'est vraiment les métiers en tension, mais
aussi sur certains métiers, là où on va essayer de jouer sur prévenir la désinsertion professionnelle, on va essayer de jouer sur la pénibilité, soit de la prendre en compte véritablement et de pouvoir essayer de la réduire. On connaît les différents facteurs de pénibilité, donc voilà, essayer de jouer sur la réduction de ces facteurs de pénibilité, hein. Donc on est vraiment sur préservation de la santé. Donc d'un côté, soit on joue sur les tensions, soit on joue sur réduire cette pénibilité. C'est ça, donc on trouve un équilibre et on prévient la désinsertion professionnelle. Alors, pour cela, vous avez dans les entreprises, il y a des dispositifs qui sont, pour certaines entreprises, obligatoires, pour d'autres non, ça dépend de la taille. Le fameux CSE. Alors, quand on parle de CSE, de quoi parle-t-on ? Alors, le CSE, c'est une instance au sein de l'entreprise, hein, qui a été mise en place depuis 2018. Avant, dans la plupart des entreprises, on avait donc le CE, comité d'entreprise, qui fournissait du coup des places de ciné moins chères et vachement bien. Des centres de vacances, des activités, etc. C'est ça. Moi, je suis plus consommateur des places de ciné. Donc, il y avait le CE. Il y avait aussi, par exemple, le CHSCT, donc c'est Comité Hygiène, Sécurité, Environnement. Donc, à chaque fois qu'il y avait un accident dans l'entreprise, ce CHSCT devait se réunir, analyser l'accident, etc., etc. Et donc, 2017, il y a eu donc un certain nombre d'ordonnances sur le travail. Et du coup, l'idée, ça a été on va fusionner toutes ces instances dans les entreprises, on les regroupe dans une seule et même instance qui s'appelle le CSE. Donc le CSE, Comité social et économique de l'entreprise, donc du coup a en charge une partie un peu CE, voilà, vie au quotidienne de l'entreprise, et puis une partie aussi, tous les ans, le dirigeant de l'entreprise doit faire un petit rapport sur ce qui s'est passé dans son entreprise, s'il y a eu des accidents, pas eu des accidents. Dès qu'il y a un accident, pareil, le CSE peut être mobilisé pour analyser cet accident, essayer de mettre en place des mesures préventives pour éviter que ça se reproduise. Mais du coup, le CSE, c'est un regroupement donc de toutes les petites instances qu'il y avait auparavant dans les entreprises. C'est obligatoire sur les entreprises de plus de 50 salariés. C'est recommandé pour les entreprises de moins de 50 salariés. On peut mettre en place un CSE. Ça va venir un peu officialiser le dialogue social et le dialogue professionnel dans les entreprises. Donc selon vous, est-ce que ce CSE est pertinent pour l'amélioration des conditions de travail ? Alors, oui, il est pertinent parce que ça va être notre principal interlocuteur. D'accord. Quand vous intervenez, votre interlocuteur, c'est le CSE. Souvent, ils sont porteurs du projet sur En fait, la direction a dit voilà, on aimerait bien améliorer les conditions de travail, c'est super. Au niveau stratégique, je suis pour. Mais après, finalement, notre interlocuteur, c'est bien souvent le CSE qui se réunit et qui, du coup, dit OK, mais pour améliorer les conditions de travail et la performance, par quoi il faut qu'on commence, comment on s'y prend. Et du coup, nous, on accompagne beaucoup de CSE quand même. Très bien, Jean-Noël Amato, cette émission passe très très vite. Et donc maintenant, il va falloir que peut-être qu'on résume un peu. Donc comment est-ce qu'on pourrait résumer ce qui a été dit ? Alors, là, vous avez un résumé... J'avais un petit résumé qui est déjà tout fait. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir sur une démarche participative et paritaire, avec notre copile paritaire. D'accord. C'est organiser des discussions centrées sur le travail, l'organisation du travail et le contenu du travail et les relations de travail. Mais du coup, on passe par l'échange. Privilégier une approche collective, hein, donc le nouveau système d'acteurs, on essaie d'embarquer tout le monde avec nous. On va veiller du coup à l'articulation entre le dialogue social et le dialogue professionnel, hein, donc essayer d'être un peu à géométrie variable entre niveau stratégique. Alors, on privilégie le niveau stratégique, hein, mais le niveau tactique et le niveau opérationnel ne sont pas oubliés et on essaie d'avancer sur ces trois niveaux. Et enfin, du coup, la QVCT, hein, donc c'est vraiment garantir l'équité d'accès
aux conditions de travail dans son organisation. Donc c'était les fameux sujets de la loi avec le droit à la déconnexion, l'égalité de salaire, etc., etc. Bien, je crois que tous ces points, alors ces points clés, vous les avez donc rappelés à l'occasion de ce résumé. Vous pouvez revoir les émissions. Donc pour les personnes qui nous regardent, beaucoup de choses ont été dites dans les émissions précédentes. Je pense que là, on a vraiment passé cette phase de l'expérimentation pour arriver à la pérennisation, la capitalisation. Je pense qu'on a pris le temps de décomposer tout cela. Alors maintenant, de quoi parlera-t-on dans une prochaine émission? De quoi peut-on parler une fois qu'on a évoqué tout ça? Alors, après, on peut parler vraiment on peut revenir plus en détail sur certains sujets. Par exemple, ce qui avait bien fonctionné, c'était la santé au travail dans les émissions précédentes. Peut-être qu'on pourrait revenir sur des émissions vraiment sur la prévention des risques psychosociaux. Moi, j'ai en charge l'animation d'un réseau de préventeurs et de consultants spécialisés sur les risques psychosociaux sur l'île de la Réunion. Donc, voilà, ça peut être une thématique qu'on pourrait aborder dans les prochaines émissions. Parce que du coup, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la QVCT, c'est une démarche donc itérative, amélioration en continu, mais l'idée, c'est qu'on vise une approche durable de l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est pareil sur les petites capsules vidéo. J'espère être là durablement. Bien, merci beaucoup Jean-Noël Amato. Merci beaucoup aussi à l'ARACT, à l'ANACT pour ce partenariat et ces belles émissions que nous proposons donc, à nos téléspectateurs. N'hésitez pas à aller sur le site de l'ANACT et de l'ARACT Réunion pour télécharger les documents dont on vous parle. Vous avez des liens aussi sous la vidéo qui sont les liens qui vous sont proposés par Jean-Noël Amato pour aller consulter ces documents. Donc à très bientôt. Merci pour toutes ces invitations et j'espère revenir très prochainement. Merci beaucoup. Merci Jean-Noël Amato. Au revoir. Au revoir.